Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce magazine de santé. Cette émission, je ne veux pas la présenter seule. J'ai sur ce plateau Bibi Chemouika Bantampi de Digital Congo, Bibi Bazebi Sala de RTVS1 et Roméo Tunda. Il est producteur et concepteur de l'émission Magazine de santé et vie qui diffuse dans plusieurs chaînes. Ce soir, nous allons parler de l'atelier 3 du plan stratégique national de la planification familiale à vision multisectorielle. Cet atelier qui a été organisé par le ministère de la Santé en collaboration avec tous ses partenaires qui visent le repositionnement de la planification familiale en République démocratique du Congo. L'un des participants à cet atelier, c'était le professeur Jean-Pierre Ngenga. Il est professeur démographe à l'Institut de recherche pour le développement en France. Il a été l'un des participants à cet atelier. Le professeur Jean-Pierre a été d'une contribution très importante à cet atelier parce que cet atelier vise au fait le repositionnement de la planification familiale en République démocratique du Congo. Et vous savez tous que la planification familiale peut aider la RDC à pouvoir gérer la croissance démographique, gérer la croissance de la population. Avec lui, nous allons parler entre autres de cet atelier et aussi de l'apport de la planification pour la gestion de la démographie en République démocratique du Congo. Bienvenue et merci Monsieur Ngenga d'avoir accepté l'invitation de cette émission. La première question que je vous pose, quel a été votre apport à cet atelier? La contribution a été pour donner un éclairage sur le thème population, développement et planification familiale, qui est un sujet qui revient à l'ordre du jour au niveau régional et au niveau international et sur lequel en tant qu'universitaire j'ai publié un certain nombre de choses au niveau de l'Afrique et au niveau mondial, travail que j'ai fait et que je vais poursuivre avec le professeur Mangalou de l'université de Kinshasa. Aujourd'hui on parle du repositionnement du planning familial. Qu'entendez-vous par repositionner? Alors, le repositionnement correspond à un terme qui est à mettre en rapport avec la conférence du Caire de 1994 où on a mis de côté les problèmes démographiques pour parler de santé de la reproduction, qui est un concept plus large. En fait, dans le cas de la République démocratique du Congo, on pourrait même parler de positionnement de la planification familiale parce que actuellement, malgré les acteurs et malgré les efforts, la prévalence de la contraception, l'utilisation de la contraception par les femmes congolaises est l'une des plus faibles du monde. Enfin, 5% pour les méthodes modernes et un peu plus, 20% pour les méthodes traditionnelles. Et il y a beaucoup de besoins non satisfaits, c'est-à-dire de femmes qui disent souhaiter utiliser une méthode de contraception pour espacer leur prochaine naissance ou même arrêter lorsqu'elles ont un certain âge et beaucoup d'enfants, et qui ne trouvent pas ou qui n'utilisent pas de méthode de contraception. Là, ça devient compliqué. Donc, on ne peut pas parler de repositionnement, on parle carrément de dépositionnement. Non, le repositionnement, il a un sens dans la mesure où c'est un secteur, la planification familiale, qui a été un peu négligé dans la santé de la reproduction par rapport au sida, par rapport aux violences aux femmes, deux sujets tout à fait importants. Mais la planification familiale est également importante. Donc le terme repositionnement, il a quand même un sens. Et quels sont les défis qui se posent à la République démocratique du Congo en termes du planning familial? Alors, en termes de planning familial, le défi principal, c'est d'abord de satisfaire les besoins sont satisfaits. C'est-à-dire de donner des services qui soient adaptés culturellement, au point de vue financier, etc., en planification familiale, en contraception, aux femmes qui en expriment le désir. Il n'est pas question d'imposer un enfant par femme comme ça s'est fait en Chine, okay. Il est question de satisfaire ces demandes. Or, les données d'enquête récentes, 2007-2010, indiquent que 25%, un quart des femmes, une femme sur 4 en République démocratique du Congo, souhaitent utiliser une méthode de contraception pour espacer, voire pour arrêter d'avoir des enfants, et ne l'utilisent pas pour tout un tas de raisons.
Vous venez là de suivre les réponses du professeur Jean-Pierre. Mais maintenant, nous allons vous donner quand même l'opportunité de suivre cet élément qui a été réalisé par la rédaction de Congo Web Télévision lors de l'ouverture de cet atelier qui a été ouvert par le ministre de la Santé publique, le docteur Félix Kabange-Numbi. Je vous laisse suivre. Selon l'enquête mixte 2010, 82% de ménages de la RDC ne pratiquent pas des méthodes de contraception et 5,4% de la population congolaise utilise les méthodes modernes de la planification familiale. Et pourtant, dans le document de stratégie et de croissance pour la réduction de la pauvreté DCRP2, dans son article 289, le gouvernement congolais retient la planification familiale parmi les priorités du gouvernement, car la PF permet une réduction d'un tiers de la mortalité maternelle. Le gouvernement Matata se rattrape en ce jour où il organise l'atelier 3 de l'écriture du plan stratégique national de planification familiale à vision multisectorielle. Ce troisième atelier d'écriture du plan stratégique national de planification familiale à vision multisectorielle est organisé pour qu'ensemble nous puissions identifier les problèmes, définir les priorités, développer des stratégies de mise en œuvre des interventions et, dans la mesure du possible, produire un plan de suivi et évaluation de ce plan stratégique. Des assises qui réunissent acteurs nationaux, provinciaux ainsi qu'internationaux de l'APF. Le directeur du programme national de la santé et de la reproduction explique ici les défis à relever pour le repositionnement de l'APF dans le pays. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a fait de la planification familiale une de ses priorités. La planification familiale est importante non seulement par rapport à son impact positif sur la santé de la mère et de l'enfant, mais aussi parce qu'elle est perçue comme une véritable solution contribuant efficacement au développement du pays. En RDC, la promotion de la planification familiale est assurée par le gouvernement avec le concours de bailleurs internationaux qui sont l'USAID, l'UNFPA, l'OMS, Sitchens, Prosani et l'Université de Tulane. Le représentant de ces bailleurs de fonds a, au cours du lancement des travaux de cet atelier, réitéré son engagement à appuyer l'opérationnalisation du présent plan stratégique. Voilà, moi j'ai une préoccupation sur l'atelier. Avant, nous avons assisté à des ateliers sur la planification familiale. On n'insistait pas sur la multisectorialité que doit avoir la planification familiale. Cette fois-ci, on insiste sur cela, comment ça doit se faire. La multisectorialité est un domaine effectivement complexe. Ce qu'il y a derrière ce terme, en fait, c'est le fait que la planification familiale concerne tout le monde. Elle concerne non seulement les femmes qui sont mariées ou qui éventuellement ont déjà eu une expérience avant de se marier et qui ont été exposées au risque de grossesse non désirée, mais elle concerne aussi les enfants, elle concerne aussi bien sûr le ministère de la Santé, etc. Alors comment concerne-t-elle par exemple les enfants? Est-ce qu'on doit parler de la vie familiale à l'école? Est-ce qu'on doit parler de ces questions-là? À quel âge? Voici un exemple de multisectorialité. Lorsqu'on parle du genre et de la femme, de la promotion des femmes, évidemment, cela veut dire que les femmes doivent avoir leur mot à dire et ne pas subir les grossesses, comme on dit dans certains pays, être simplement des machines à reproduire plutôt que des productrices. Donc c'est dans ce sens que la multisectorialité était quelque chose de très important. Là, vous venez bien d'expliquer la multisectorialité, mais en République démocratique du Congo, pour repositionner la planification familiale, ou soit la positionner, il y a un problème de culture et des religions qui se posent. Il y a dans notre culture et dans certaines religions, l'utilisation de méthodes contraceptives modernes pose problème. Comment la RDC doit s'y prendre pour que tout le monde arrive à accepter toutes ces méthodes de contraception? Oui, elle pose problème comme elle posait problème dans les autres pays asiatiques, latino-américains et de la Caraïbe, parce que traditionnellement,
dans les sociétés traditionnelles et rurales, les enfants c'est la richesse, c'est le bâton de vieillesse pour la richesse, et plus on a d'enfants, plus on est reconnu dans la société. Est-ce que ce type de valeur est toujours aussi pertinent dans le monde dans lequel on vit actuellement? En RDC par exemple, 30% de la population maintenant vit en milieu urbain. Beaucoup de gens vivent dans le secteur de l'agriculture, mais une agriculture qui ne rémunère pas le travail des hommes et des femmes, donc avec des revenus relativement faibles. Donc il convient de mettre en rapport effectivement ces attitudes traditionnelles qui ont existé dans toutes les sociétés dans les années 60-70 avec la position effectivement de certains groupes comme certains leaders religieux, etc. Alors, l'Église catholique en particulier recommande les méthodes naturelles, okay. D'autres éventuellement s'opposent à la planification familiale, les hommes s'opposent à la planification familiale, mais en face de ça, il y a une réalité. Il y a un désir de contraception chez les femmes qui n'est pas satisfait. Et comment peut-on sortir de cette situation pour répondre à votre question? Il y a plusieurs choses. Il faut libérer la parole des femmes, il faut en parler. Et in fine, les gens choisiront eux-mêmes ce qui est le mieux pour leur vie, pour réaliser leur potentiel, réaliser le potentiel de leurs enfants et faire en sorte que les femmes ne soient pas simplement des reproductrices, mais soient également des productrices contribuant à l'activité nationale et à la richesse du pays. Oui, c'est là vous, Monsieur Jean-Pierre Guéga. Quel sera l'essor de la République démocratique du Congo si la PEF n'est pas bien utilisée? Il y a plusieurs dimensions à votre question. Il y a d'abord une dimension démographique, il y a une dimension également droit humain ou droit reproductif, et il y a une dimension également avenir des enfants. En ce qui concerne la dimension démographique, le Congo n'avait que 15 millions d'habitants au moment de l'indépendance. D'où cette phrase dans l'hymne national, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. De 15 millions, on est aujourd'hui à environ 80 millions. Si la fécondité reste à 6 enfants par femme, encore pendant une centaine d'années, en 2100, le Congo pourrait avoir 1,5 milliard d'habitants, c'est-à-dire une densité par kilomètre carré de 600 habitants au kilomètre carré, qui est une densité absolument record. La Chine est à plus d'1 milliard, l'Inde est à plus d'1 milliard, sauf que ces pays ont mis 500 ans avant d'atteindre 1 milliard. Donc ils ont eu le temps de s'adapter. Maintenant, si il y a maîtrise de la fécondité suite à la décision volontaire des femmes, à nouveau il n'est pas question d'imposer un quelconque modèle chinois ou autre d'enfant unique, de toute façon les jeunes sont tellement nombreux et ils veulent légitimement des enfants que la population du Congo atteindra les 300 millions, voire plus, à l'horizon 2100. Donc, le problème, il n'est pas démographique, contrairement à ce que l'on dit, il est en fait une question de rythme de croissance. La deuxième dimension, c'est la dimension femme. On en a déjà parlé. Il y a un quart des femmes qui veulent la planification familiale, c'est plusieurs millions de femmes, et qui n'ont pas accès aux méthodes parce que soit que le centre de santé est trop loin, soit que ça coûte cher, soit qu'elles vont dans le centre, il n'y a pas de méthode, soit que le mari s'y oppose, soit que la belle-mère s'y oppose, etc., etc. Donc ça c'est la dimension femme. Conclusion, elles ont beaucoup d'enfants et du fait qu'elles ont beaucoup d'enfants, elles sont reléguées dans des tâches, dans des activités économiques marginales telles que le petit commerce, l'agriculture, etc. Troisième dimension, les enfants. Ça, c'est très important parce qu'effectivement, c'est l'avenir du Congo. Actuellement, non seulement 20 000 mères meurent chaque année des suites de couches à cause du trop tôt, trop souvent, trop tard et trop nombreux. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, un enfant sur 6 meurt avant d'atteindre son 5e anniversaire. Un enfant sur 6. Mais plus grave encore, parmi ceux qui survivent, il y a en fait environ la moitié des enfants qui souffrent de retard de croissance et plus de la moitié qui souffrent d'anémie du fait des conditions de vie difficiles. Le retard de croissance est quelque chose de très grave parce que le retard de croissance est quelque chose qui va suivre les enfants pendant toute leur vie. Il y a eu des études faites à ce sujet qui montrent que les enfants qui ont souffert d'un retard de croissance, à savoir ils sont trop petits par rapport à leur âge, entre 0 et 5 ans, vont avoir plus de difficultés à apprendre à l'école,
vont être plus fragiles au point de vue santé, etc. Donc, faire des enfants, c'est bien, c'est légitime, c'est normal, mais si je peux utiliser cette expression, gaspiller les enfants simplement pour avoir des enfants et dire qu'on est un homme heureux parce qu'on a eu 5, 10 ou 15, ça mérite discussion. Je ne vais pas plus loin que ça mérite d'être discussion et ça mérite d'être sur la table, d'être mis sur la table avec les femmes et dans les communautés. Monsieur Jean-Pierre, quand vous dites que la révolution de la modernité passe nécessairement par une révolution contraceptive, à quoi cela rime-t-il? Les autorités de ce pays ont exprimé à plusieurs reprises l'ambition légitime que le Congo devienne une puissance majeure, une puissance importante, non seulement au niveau régional, mais aussi au niveau international. Maintenant, lorsqu'on regarde l'expérience des pays émergents, et les pays émergents sont de tailles très très différentes. Il y a bien sûr la Chine, l'Inde, le Brésil, mais il y a aussi la Thaïlande, la Corée, Singapour, etc. Tous ces pays ont réussi leur émergence, c'est-à-dire leur passage de pays sous-développés, comme on disait à l'époque, à pays émergents, grâce à la révolution contraceptive. Ils avaient 6-7 enfants dans les années 60, comme au Congo. Ils ont aujourd'hui entre 1,5 et 3 enfants par femme. C'est le cas également pour l'Afrique du Sud. Actuellement, en Afrique du Sud, on est à moins de 3 enfants par femme. Actuellement, en Inde, on est à moins de 3 enfants par femme. En Chine et en Corée, on est à 1,5 enfants par femme. Donc, il y a une grande variation. Mais, lorsqu'on regarde les études sur le sujet, on s'aperçoit que la moitié de la croissance économique record enregistrée par les pays asiatiques, les tigres asiatiques, entre 1970 et 2000, est imputable à la maîtrise de la fécondité et au fait qu'il y avait moins d'enfants à charge, ce qui a permis de dégager des ressources pour investir, et en particulier investir dans le capital humain, former des ingénieurs, former des gens au niveau extérieur, former des travailleurs dans tous les secteurs de l'activité économique. Alors, le problème par rapport à ça, c'est que, est-ce que par exemple les Chinois vont devenir riches avant d'être vieux ou vieux avant d'être riches? Ça, c'est un problème qui est posé, mais l'expérience des pays émergents montre que, effectivement, il n'y a pas de révolution de la modernité, il ne peut pas y avoir de passage au stade d'émergence sans révolution contraceptive et sans participation majeure et productive des femmes à l'activité économique. Selon vous, en tant que démographe, qu'est-ce qu'il faut que l'idéal, c'est d'avoir combien d'enfants par ménage? Nous parlons du cas de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas d'idéal et le nombre moyen d'enfants doit résulter, selon moi, du libre choix des couples en fonction de leurs contraintes, mais aussi en fonction de l'avenir qu'ils projettent pour leurs propres enfants. Okay? S'ils projettent un avenir avec de l'éducation, avec bien sûr une nourriture satisfaisante, avec des perspectives d'avenir pour ces enfants pour qu'ils réalisent leur potentiel, comme j'ai indiqué au début, à ce moment-là, ils peuvent choisir le nombre d'enfants qu'ils désirent, mais ce nombre d'enfants qu'ils désirent sera nécessairement moindre, parce que les contraintes dans la société ne sont pas celles d'il y a 50 ans, le nombre moyen d'enfants sera moindre que celui qu'il est actuellement. C'est ce qu'on observe dans les pays émergents. Voilà, Monsieur Jean-Pierre, on vous entend parler, on se rend compte que la planification familiale, d'abord la République démocratique du Congo, pose un problème de la gestion de la croissance de la population. En vous entendant parler, il y a un problème qui se pose à ce niveau. Est-ce que la planification familiale peut arriver à résoudre ce problème et comment? Et seule la planification familiale peut arriver à résoudre ce problème, ou il y a d'autres méthodes connexes qui peuvent être ajoutées à la planification familiale pour pouvoir gérer la croissance démographique en République démocratique du Congo? Il y a les méthodes dites naturelles, ok. Il y a évidemment l'abstinence, qui n'est pas une méthode très naturelle. Et donc il y a un choix de méthode. En ce qui concerne votre question sur l'évolution démographique, ce qu'il faut savoir, c'est que compte tenu du maintien de la fécondité à plus de 6 enfants par femme depuis 1960, environ la moitié de la population a moins de 20 ans. Ils sont 3 fois plus nombreux que leurs parents, puisque les 6 enfants, c'est en moyenne 3 garçons et 3 filles. Et donc, même si eux-mêmes diminuaient leur fécondité, le nombre de naissances va continuer à augmenter. Donc, de toute façon, le 100 millions d'habitants pour la République du Congo va être atteint
entre 2020 et 2025. Ça, c'est écrit dans la pyramide des âges, compte tenu des jeunes. Et ensuite, le futur va se décider, en fait, en fonction de ce que les jeunes d'aujourd'hui et tous ceux qui sont encore en âge de procréer vont décider pour leurs enfants. Donc la deuxième dimension, c'est effectivement, la première dimension, c'est assumer et savoir ce qui se dessine à l'horizon. Et ce qui se dessine à l'horizon, c'est, par exemple, au jour d'aujourd'hui, il faudrait créer 1 million d'emplois par an en RDC. Compte tenu de l'évolution démographique, en 2050, il faudrait créer 2 à 2,5 millions d'emplois chaque année. Donc le nombre d'emplois à créer est absolument fantastique. Et ça, à nouveau, c'est inévitable, il faudra y faire face. Mais la deuxième dimension, c'est les enfants qui vont naître demain, en 2013, en 2015 et entre 2015 et disons 2050. Seront-ils aussi nombreux? Auront-ils les mêmes difficultés au point de vue santé, au point de vue scolarité que les enfants actuels? Et c'est là que se joue l'avenir du pays, et c'est là où la planification familiale a un rôle important à jouer. Elle n'est pas seule, parce que, bien sûr, la maîtrise de son destin, la maîtrise de soi-même, sans coercition, ça c'est important, ok? Elle se joue bien sûr au niveau de la manière dont ça fonctionne dans la famille, mais elle se joue aussi au niveau des ambitions qu'on a pour ses enfants. Et c'est là, je crois, où est le véritable enjeu pour un pays comme la République du Congo. En tout cas, c'est une expression que j'exprime en tant que chercheur et qu'universitaire. Monsieur Jean-Pierre, moi je voudrais qu'on essaie un peu de parler sur les 4 trop. Quelles sont vraiment les conséquences des 4 trop? Il y a 3 conséquences qu'on a évoquées tout à l'heure. La première, c'est la forte mortalité maternelle, 20 000 mères qui meurent par an, sans avoir souhaité mourir, bien sûr. Ensuite, il y a une forte mortalité des enfants. Il faut savoir qu'au Congo, il y a environ 1 million de décès par an pour l'ensemble de la République du Congo. La moitié, 500 000, sont des décès d'enfants. Vous le savez, vous qui êtes dans la vie sociale, etc. Vous avez assisté fréquemment à des funérailles d'enfants. Donc c'est quand même un gaspillage fantastique. Lorsqu'on regarde les causes de décès, 70% des causes de décès au Congo sont dues aux maladies infectieuses, à la mortalité maternelle, à la mortalité des enfants et à la malnutrition. 70% des causes de décès. Alors que maintenant, justement, dans les pays développés, ces maladies, infectieuses, malnutrition, grossesse, etc., ne représentent que moins de 10% du total des décès. La troisième conséquence, j'en ai déjà parlé, c'est le fait que les enfants sont, dans un cas sur 2, ont un retard de croissance qui les pénalise pour leur vie future. Si on peut revenir à l'atelier d'il y a quelques jours, vous avez été associé à cet atelier, vous avez donné votre expertise et vous êtes en même temps en train de mener une étude sur la République démocratique du Congo. Il s'agit de quoi? Toujours en rapport avec le planning familial ou la démographie? Non, l'étude en question est une étude qui a été demandée, commanditée par le PAR, c'est-à-dire le programme d'appui à la réhabilitation du secteur santé, qui s'intéresse également bien sûr à la santé de la mère et de l'enfant, et aussi par l'Agence française de développement. Alors, avec d'autres collègues africains, nous avons mené ce type d'études dans une quinzaine de pays d'Afrique de l'Ouest, au Tchad récemment, et nous avons fait une restitution. Et à nouveau, donc, ce que nous voulons faire avec un collègue ou des collègues de l'université de Kinshasa, c'est faire ce même type d'études. L'objet de cette étude, c'est quoi? C'est mettre sur la table les nouvelles connaissances qui ont été acquises justement sur le processus de développement, les relations entre population et développement, les relations avec la croissance du PIB, les relations avec la scolarisation, avec les dépenses dans le domaine de santé, qui actuellement représentent un faible pourcentage du PIB. Et comme vous le savez, les dépenses en matière de santé sont assurées pour plus de la moitié par les ménages et non pas par les services publics. Et évidemment, dans ce panorama d'ensemble, la planification familiale et la maîtrise de la fécondité a un rôle à jouer, et là, je me réfère à nouveau à l'expérience des pays émergents. Donc c'est un document de base qui devrait servir à donc mettre sur la table ces nouvelles connaissances et laisser ensuite le choix aux autorités, aux acteurs de la société civile et aux couples de choisir. Et nous espérons pouvoir faire une restitution de ce travail de type académique
d'ici la fin de l'année. Oui, monsieur Jean-Pierre, à vous entendre parler, j'ai l'impression comme si, selon vous, le venu des enfants conditionnait le bonheur du ménage. Moi, je sais bien, en République démocratique du Congo, quand un ménage décide, un couple décide quand même d'avoir 7 ou 8 enfants, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas eu le temps de planifier, mais peut-être parce qu'ils en veulent avoir autant d'enfants. Et en contrepartie, le fait de les avoir, cela ne dit pas que ces foyers ne sera pas capable de bien scolariser ou bien de bien donner quand même ce qui est bien pour cette famille. Et maintenant, vous entendez parler. Moi, je voulais seulement ressortir si cela conditionne ou ne conditionne pas vraiment le bonheur de cette foyer. C'est une bonne question. Le nombre d'enfants que l'on choisit dans une famille est le résultat du choix de chacun. Okay ? Si les gens veulent avoir 6, 7, 8 enfants, voire davantage, et que la femme peut suivre, parce que encore faut-il qu'elle soit capable de suivre, moi je n'ai pas de problème avec ça. Okay ? Le problème, il se pose au niveau de l'ensemble de la société. Okay ? Est-ce que toutes les familles congolaises peuvent avoir, comme c'est le cas actuellement, 6-7 enfants en moyenne? Oui, puisque ça a déjà été le cas depuis 1960. Depuis 1960, le nombre moyen d'enfants par femme n'a pas baissé, sauf à Kinshasa et sauf dans le Bas-Congo, où là, il est effectivement plus faible. À Kinshasa, le nombre moyen d'enfants est de 3,5. Et dans le Bas-Congo, il est environ de 5. Partout ailleurs, il est supérieur à 6. Et ce supérieur à 6, comme je l'ai dit dans notre présentation l'autre jour, il correspond à un nombre idéal d'enfants accepté par la société, comme vous le dites, qui est un nombre d'enfants élevé. Maintenant, ça fait 50 ans que c'est comme ça. Le Congo a traversé des périodes difficiles. Actuellement, le niveau de vie moyen au Congo, ce sont les statistiques officielles, représente le tiers de ce qu'il était au moment de l'indépendance. La population est 6 fois plus nombreuse, mais le revenu moyen est beaucoup moindre. Tout le monde n'a pas accès de manière satisfaisante à la santé et à l'éducation. Donc, la question que je pose, et moi je pose la question, c'est est-ce que la poursuite de ce qu'on a observé au cours des 50 dernières années, qui correspond, vous avez raison, à un choix, est-ce qu'elle est tenable ? Est-ce qu'elle est souhaitable compte tenu des autres ambitions que les uns et les autres et les autorités peuvent avoir, à savoir devenir un pays émergent, devenir un acteur majeur dans la sous-région et dans le monde? C'est simplement cette question que je pose. Le message clé qu'on peut retenir du planning familial, de la démographie en République démocratique du Congo, qu'on peut retenir, que tous les ménages congolais peuvent retenir. Le message, je dirais, c'est s'asseoir, réfléchir, confronter les points de vue, et décider soi-même de ce qu'on veut et d'assumer les conséquences de ses choix. C'est simplement le message que, en tout cas, j'aurais à faire passer. Une dernière question. Je pense que repositionner la planification familiale en RDC, c'est une bonne chose, que je soutiens également. Mais est-ce qu'avec ce repositionnement, on ne risquerait pas de retomber dans la problématique que vit l'Europe à présent, du vieillissement de la population ? Ça, c'est une très bonne question également. Alors, actuellement, le nombre de personnes de plus de 60 ans, je crois, représente 3% de la population totale. Dans un certain nombre de pays européens, actuellement, il représente entre 20 et 25% et pourrait représenter 30% dans une cinquantaine d'années. Il ne faut pas oublier de ce point de vue-là que parmi les 5 grandes puissances mondiales, États-Unis, Chine, Royaume-Uni, Allemagne et Japon, vous avez 3 pays, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et le Japon, où il y a plus de vieux de plus de 65 ans que de jeunes de moins de 25 ans. Et pourtant, ce sont toujours des pays relativement riches et développés. Maintenant, non, le Japon n'importe pas de main-d'œuvre de l'extérieur. Il est justement très très réticent. Il y a des immigrants illégaux. Parmi les pays que je viens de citer, seuls les États-Unis ont recours à une forte immigration. Et c'est là où il est important de souligner ça, parce que
en recourant à une main-d'œuvre extérieure, ils importent des gens dont les frais d'élevage et d'éducation, latino-américains ou autres, n'ont pas été assumés par eux. C'est-à-dire qu'ils profitent de ce qu'on pourrait appeler un bonus migratoire en faisant venir des gens avec des compétences pour lesquels ils n'ont pas dépensé $1 pour leur éducation. Maintenant, lorsqu'on regarde les projections démographiques à long terme des Nations Unies ou celles qu'on peut faire, il y a une telle jeunesse et un tel élan démographique, compte tenu du fait que si la fécondité vient à être maîtrisée en RDC comme elle l'a été dans les autres pays, Brésil, Chine, etc., cela va prendre au moins 100-150 ans avant qu'on dépasse la barre des 10-15% de personnes âgées. Et peut-être qu'à ce moment-là, comme c'est le cas en Corée ou à Singapour ou ailleurs, on pourra se poser la question. Mais le vieillissement de la population, avec des taux comme ceux qu'on observe en Europe actuellement, il n'est pas dans les projections avant 100 ou 150 ans. Et je voudrais ajouter une chose sur le vieillissement, une dernière chose, c'est que on parle du vieillissement de la population, mais personne ne veut mourir jeune et mourir avant son heure. Tout le monde veut vivre le plus longtemps possible. Alors qu'est-ce qu'on fait? On laisse les vieux mourir pour laisser la place aux jeunes, ou on essaye d'améliorer la santé, de réduire les maladies cardiovasculaires, etc. Là, il y a aussi un problème philosophique. Alors, M. Jean-Pierre, qu'est-ce qui manque à la République démocratique du Congo de devenir un pays émergent? On définit généralement les conditions de l'émergence dans la littérature scientifique autour de plusieurs conditions. Les principales sont la transition démographique et la révolution contraceptive. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est évidemment une croissance économique forte. Actuellement, il y a une croissance économique forte au Congo, mais cette croissance doit être inclusive, c'est-à-dire qu'elle doit bénéficier à l'ensemble de la population. La troisième condition, c'est d'avoir de l'épargne et des investissements de telle sorte qu'on puisse créer un nombre d'emplois suffisant pour les jeunes. Cinquièmement, il faut qu'il y ait un environnement favorable aux affaires et aux investissements locaux comme aux investissements venus de l'extérieur, sous le contrôle bien sûr des autorités nationales. Et la cinquième condition, c'est d'avoir une gouvernance et une démocratie, comme on dit dans la littérature, qui permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, à chaque citoyen de réaliser son potentiel. Donc, il y a plusieurs conditions et ce qu'il faut retenir, c'est que aucune de ces conditions n'est satisfaisante à elle seule. Vous pouvez assurer la transition démographique, comme ça a été le cas par exemple en Tunisie, en Égypte, où maintenant le nombre d'enfants est de 2,5 en Égypte, et ne pas créer les emplois pour les jeunes. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les jeunes se révoltent. Okay, vous pouvez avoir une croissance économique forte. Si cette croissance économique forte n'est pas diffusée et répartie dans l'ensemble de la population, vous aurez également des problèmes. Bon, je ne vous dis rien de nouveau. Comme vous le savez ici, l'un des mots que l'on entend, c'est qu'il faut donner des haricots pour les enfants. C'est une pratique qui n'est pas quand même très très favorable à l'investissement et à la confiance dans les opérateurs économiques, qu'il s'agit d'opérateurs économiques congolais, africains ou de l'extérieur. Pour terminer, sur la capacité de réaliser son potentiel, si j'avais un dernier message à donner, là aussi j'ai entendu que lorsqu'on est marié, on dit qu'il faut jeter sa salive. Je dirais que oui, il faut jeter sa salive, mais il ne faut pas jeter sa salive n'importe comment. Il faut réfléchir avant de jeter sa salive. Voilà, moi j'ai une petite préoccupation. Vous êtes dans la recherche. Est-ce que quand vous faites vos recherches, est-ce que vous avez pu avoir quand même des données fiables pour que si la République démocratique veut vraiment s'investir dans le repositionnement de la planification familiale, la République démocratique du Congo doit disposer de quel financement pour pouvoir repositionner cette planification familiale? Dans quelques pays, les activités en matière de planification familiale ont commencé principalement, sinon exclusivement, sur financement extérieur. Comme vous le savez, il y a eu des changements d'administration dans certains pays donateurs, en particulier aux États-Unis, et les nouvelles administrations ont été moins favorables à la planification familiale que d'autres. C'est la raison pour laquelle, dans deux pays en particulier, le Ghana et le Kenya,
La planification familiale qui avait bien démarré, finalement a stagné et sa croissance est arrêtée parce que les financements extérieurs se sont taris. La leçon qu'il faut tirer de ça, c'est qu'en autant qu'il y a un besoin exprimé par les femmes, tout le monde doit contribuer, dans le domaine de la planification familiale comme d'autres, au financement de l'APF, c'est-à-dire bien sûr les autorités, la société civile et ce qu'on appelle les partenaires au développement. Il n'y a pas qu'une seule source de financement. Et il est préférable d'ailleurs que tout le monde participe plutôt que d'avoir un seul bailleur et un seul acteur dans le domaine. Et voilà, c'est la fin de cette émission de ce jour. Merci à Bibiche Mouika d'avoir accepté d'animer cette émission avec moi. Merci également à Bibi Bazebi Salah de RTVS 1. Merci aussi à Roméo Tunda et merci à vous, professeur Jean-Pierre Nguega, d'avoir accepté de répondre à toutes les préoccupations sur la planification familiale et la croissance de la population en République démocratique du Congo. Sûrement, vous qui avez eu le temps de nous suivre, vous avez compris qu'il y a vraiment une relation entre planification familiale, le développement ainsi que la croissance de la population en République démocratique du Congo. Merci à vous également d'avoir suivi ce magazine. On se retrouve très prochainement avec d'autres sujets auxquels nous allons aborder au cours de cette émission. Et au revoir et à la prochaine.